C'est l'heure du journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019 par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Adam Boni-Tessi. C'était ce jeudi au siège de l'institution. Point de presse de la police républicaine ce jeudi, la rencontre a porté sur des actions majeures réalisées par les unités opérationnelles de la police. La Commission électorale nationale autonome Sénat a ouvert tous ses postes pour le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre des élections législatives 2019. À suivre dans cette édition, le constat fait par notre équipe dépêchée à la Sénat ce jeudi. Ouvrons ce journal par une activité parlementaire. Les députés en marge de cette deuxième session extraordinaire de l'année 2019 ont étudié et adopté en procédure d'urgence la proposition de loi portant renforcement de la gouvernance physique en République du Bénin. C'était en présence du ministre de la Justice représentant le gouvernement. On fait le point avec Amen Didier Rumpenouji et Romaric Devoshi. Cette proposition de loi portant renforcement de la gouvernance publique vise à prévenir des actes de conspiration contre l'État béninois dans la signature de contrats qui par finir portent préjudice à l'État et où des milliards de francs CFA sont payés à des tiers. La Commission des lois et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a produit ainsi son rapport pour éclairer les députés. Cette nouvelle gouvernance supervisera souvent par les agissements conscients de certaines autorités politiques ou administratives qui exposent l'État à engager sa responsabilité, conclues le plus souvent par des condamnations excessives. Ces condamnations sont les effets induits des actes de corruption, de concussion et de toute forme de production d'argent et d'opérateurs privés aux dépens de l'État dont les juridictions répressives sont susceptibles de connaître. Pour rappel, les condamnations prononcées contre l'État de 2011 à 2016 par les juridictions nationales et étrangères, arbitrales et étatiques sont évaluées à plus de 150 milliards de francs CFA. C'est pour prévenir, tout au moins réduire ces risques que la présente proposition de loi est soumise à la représentation nationale. Et juste après ce rapport qui invite les parlementaires à son vote, la parole a été donnée aux députés qui ont émis leurs avis. Quel homme d'affaires béninois, quel homme d'affaires étranger béninois entrerait en contrat avec l'État béninois avec la certitude que lorsque des préjudices qui lui ont été causés auront été reconnus et qu'il faille réparer, la responsabilité incombera à un fonctionnaire dont la capacité à réparer le préjudice est absolument nulle. Que dans notre pays, l'État est toujours la vache à lait. On organise des conspirations sur le dos de l'État. C'est l'État qui va payer nous. Pour des milliards, l'État des caisses. Même l'agent même qui est responsable de la faute est complice à des moments donnés. Quand est-ce qu'on va pouvoir développer le pays? Il faut arrêter ça. On ne peut pas envisager une sorte de proportionnalité, j'allais dire, dans les sanctions, lorsque cela implique des États tiers ou d'autres, peut-être, entreprises multinationales. Est-ce qu'on peut empêcher l'État, un État digne de ce nom, de se protéger contre la mafia? Je crois quand même qu'il est temps que l'État discipline ses agents. Les inquiétudes émises par les députés Éric Rouneté et Nassirou Bako Arifari ont été élucidées par le ministre garde des Sceaux et le président de la commission des lois. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, qui en voit la pertinence, recommande tout de même l'adoption du texte et le reste reviendra aux juridictions. Agissement conscient, c'est écrit dans le rapport. Mais quand on lit nous allons voter le texte comme ça et puis les juges procéderont à l'interprétation. C'est le moment venu.
Enfin, ce texte de loi sur le renforcement de la gouvernance en République du Bénin a été examiné article par article et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés, moins une voix. Je vous le disais à l'entame de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Boni-Tessi, a procédé ce jeudi au siège de l'institution à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année en cours. Avant l'ouverture de la session, Adam Boni-Tessi a remercié toute son équipe à divers niveaux pour le travail abattu depuis l'installation de cette mandature le 24 juillet 2014 et qui va prendre fin le 24 juillet 2019. Pour ce dernier, l'institution ces 5 dernières années a œuvré pour la mise en œuvre conséquente et méthodique, j'y arrive, de 2 textes législatifs fondamentaux, à savoir le Code de l'information et de la communication et la loi sur la radiodiffusion numérique. On l'écoute au micro de Horacia Djodji et de Denis Maroya. Loin de nous, tout narcissisme béat, mais plutôt la nécessité de nous situer parfaitement par rapport à notre époque, par rapport à notre parcours, par rapport aux attentes des uns et des autres et par rapport à notre contribution importante dans le monde médiatique d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, grâce aux efforts incontestables de la présente mandature, la HAC a su prendre des dispositions nécessaires pour faire de la régulation des médias un outil incontestable de la lutte pour un meilleur environnement médiatique de notre pays, pour la liberté d'expression, socle de toute vie démocratique. Elle a surtout œuvré ces 5 dernières années pour la mise en œuvre conséquente et méthodique des 2 textes législatifs fondamentaux, le Code de l'information et de la communication et la loi sur la radiodiffusion numérique. L'application rigoureuse de ces 2 textes est une avancée notable, tant pour les acteurs des médias dans leur ensemble que pour notre peuple tout entier. Les mois qui vont suivre connaîtront une intense activité médiatique, et ce jusqu'à la fin de notre mandature. La campagne médiatique dont nous venons d'élaborer le calendrier ne nous laissera aucun répit. Il s'agit pour nous, conseillers, cadres et agents de la HAC, de déployer toutes nos énergies intellectuelles et physiques pour sa mise en œuvre méthodique. Point de presse de la police républicaine ce jeudi, la rencontre a porté sur des actions majeures réalisées par les unités opérationnelles de la police. Des actes qui entrent dans le cadre de lutte contre le banditisme et le trafic d'armes de guerre et de munitions, de lutte contre la drogue et les stupéfiants et enfin le vol qualifié. Écoutons le porte-parole de la police, le colonel Pascal Adeloui. Le commissariat de Logozoké, sur renseignement, a réussi à appréhender 2 individus redoutables, auteurs de plusieurs enlèvements et cambriolages dans le département des Collines. La fouille subséquente à leur interpellation a permis de découvrir 2 armes de guerre et plusieurs munitions, à savoir 2 AKM et 197 munitions de calibre 7,62. La réussite de cette opération dénote de la vigilance et de la détermination des agents à barrer la route à tous les ennemis de la paix et de la sécurité. La collaboration police-population a également payé dans la réussite de cette opération. Dans le cadre de la poursuite de la lutte implacable engagée par la police républicaine contre toutes les formes de criminalité organisée, l'unité mixte de contrôle des conteneurs a réussi à déjouer la ruse et l'ingéniosité des trafiquants en repérant des conteneurs supposés contenir des objets licites. La fouille minutieuse, qui a duré plusieurs jours, a permis de découvrir et de saisir 57,708 tonnes de tramadol hors norme
qui est assimilé à un produit stupéfiant par les conventions des Nations Unies en la matière. Ce signal fort est la preuve que la police républicaine ne permettra jamais que notre pays, le Bénin, soit une plaque tournante du trafic international de la drogue. Les services de la police républicaine viennent encore une fois de démontrer leur efficacité et la synergie d'action entre eux. En effet, un opérateur économique résidant à Cotonou a alerté la brigade criminelle de la disparition de l'un de ses employés avec une somme de 50 millions de francs CFA à déposer à la banque. L'alerte qui a suivi a permis au commissariat spécial de l'Acodie de l'intercepter à la frontière avec les sous dérobés. La population peut donc continuer par nous faire confiance. La célérité des services de la police républicaine a facilité l'interpellation de cet employé indélicat. Autrement, il aurait pu franchir les frontières du pays et se volatiliser dans la nature. La Commission électorale nationale autonome Sénat a ouvert tous ses postes pour le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre des législatives 2019. Ce jeudi 21 février, le ministre de la Justice est allé faire le constat de l'effectivité de l'ouverture et de la mise en place des agents chargés de réceptionner les dossiers. La vice-présidente de la Sénat a profité de l'occasion pour expliquer le déroulement du dépôt des dossiers. On les écoute au micro de Aristide Setti et de Damien Pedro. Depuis ce matin, 8 heures, nous sommes en place. Vous avez vu le dispositif que nous avons installé. Il y a la salle, il y a le nécessaire justement pour recevoir les mandataires qui viendront, ou du moins qui doivent commencer par venir depuis ce matin. Nous les attendons. Nos collaborateurs, nos cadres sont déjà installés avec tout le matériel qu'il faut pour recevoir justement les dossiers de déclaration de candidature. Ma démarche s'inscrit dans une logique institutionnelle, celle des bonnes relations entre le gouvernement et les institutions de la République, et ensuite celle des bonnes relations que mon département ministériel entretient avec la Sénat. Je suis donc venu prendre langue avec les responsables de la Sénat pour m'enquérir auprès d'eux de la bonne préparation dont j'avais entendu parler des élections législatives à venir. Passation de charge au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ce jeudi. Barnabé Dassigli a officiellement passé le témoin avec une vive émotion à son successeur Alassane Seydou. Ceci en présence des directeurs techniques et centraux du ministère, des préfets, des élus, parents et amis. Nous vous invitons à présent à suivre les ministres sortants et entrants. Ils sont au micro de Aristide Setti et de Damien Pedro. Je tiens à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui m'a oint de cette mission de ministre et m'a donné la parfaite santé pour l'accomplir jusqu'à ce jour où je passe service en pleine conscience à mon successeur, mon frère et ami Alassane Seydou, ministre des Infrastructures et des Transports, qui est un habitué des lieux. Je remercie infiniment le chef de l'État pour cette marque de confiance renouvelée. Monsieur le ministre, chers frères et amis, je voudrais saluer vos efforts et vos nombreuses réalisations au cours de votre séjour à la tête de ce stratégique département ministériel. Merci pour tout. En effet, le processus de décentralisation au Bénin évolue à grands pas. Il favorise l'exercice de la démocratie à la base et le développement local. C'est donc un chantier important pour le développement de notre pays et je voudrais d'ores et déjà solliciter le soutien du personnel
et de tous les acteurs du secteur pour relever ce défi commun et faire de la décentralisation un véritable levier de développement. Vous le savez déjà, le préfet du littoral Modeste Toboula a été limogé depuis 48 heures en Conseil des ministres pour une affaire de cession de domaine public. Il siège à la prison civile de Misrété sur la base d'un mandat de dépôt après avoir été écouté par le procureur spécial de la Criette dans la soirée de ce 20 février 2019. Dans ce commentaire que vous allez suivre à l'instant, Samson Oké revient sur quelques moments forts des descentes mouvementées du désormais ancien préfet du littoral. Suivez plutôt. Fin de mission pour Modeste Toboula à la tête de la préfecture du littoral. Nommé le 22 juin 2016 comme préfet du plus dense département dans les opérations irrégulières de lotissement et de transactions économiques du Bénin, Toboula s'est montré le plus zélé, que dis-je, l'un des plus engagés des promus du gouvernement de Patrice Talon. Modeste Toboula, puisque c'est de lui qu'il s'agit, reste peu modeste selon l'opinion populaire pour s'être révélé aux Cotonois comme le réformateur le plus visible des 12 préfets que compte le Bénin. Cela s'est justifié par ses descentes inopinées sur le terrain dans le cadre de l'opération dite de libération des espaces publics illégalement occupés. Des descentes au cours desquelles le tout-puissant numéro 1 de Cotonou détruisait tout sur son passage avec fougue. Boutiques, hangars, cabanes, bref, rien ne résistait au passage de Toboula. Le vendredi, effectivement, l'équipe de la préfecture est passée, cassée. Et c'est en ce moment que moi j'ai compris qu'ils ont leurs critères. Nombreux sont ces citoyens qui gardent encore les séquelles des premières heures de l'ère Toboula. Les bonnes dames des marchés, les étudiants, les forces politiques de l'opposition, chacun a eu sa bonne dose des caprices du tonitruant Modeste. On se rappelle encore, comme si c'était hier, de la répression sous les instructions de l'ex-homme fort de Cotonou de la marche des étudiants devant la bourse du travail le 26 juillet 2016, alors que ces derniers se rendaient au ministère de tutelle pour des revendications estudiantines. Motif, la ligne rouge aurait été franchie. Les mots qui ont également miné les relations entre l'ancien préfet et ses désormais anciens collaborateurs de la municipalité se résument essentiellement à deux mots: abus du pouvoir et arrogance notoire. On est dans une réunion sérieuse. Et vous attendez qu'on vous donne la parole avant de la prendre. Vous n'avez pas été éduqué suffisamment pour ça? C'est la dernière fois que vous allez vous comporter comme ça vis-à-vis de moi. Avec l'ancien maire de Cotonou, Liadi Vinayon Soglo, la collaboration n'a pas du tout été tendre. On se souvient encore des prises de bec répétées entre les deux autorités, surtout en ce qui concerne l'opération de déguerpissement des occupants illégaux des espaces publics. Ce n'est pas avec joie que nous sommes obligés à procéder à cette installation du premier adjoint au maire dans les fonctions du maire intérimaire de la ville de Cotonou. Dans la vie, il faut savoir tirer les leçons que Dieu vous donne et ne pas tirer tout le temps le diable par la queue. Je ne sais pas ce que Monsieur Toboula a dit, mais je m'en tiens à cette ligne que je me suis fixée et que j'ai partagée avec mes collaborateurs. Nonobstant sa célébrité et son application à la tâche, le très célèbre des 12 préfets du Bénin a vu le soleil s'assombrir sur sa tête en quelques heures, sans pour le moment le soutien de son mentor, le président de la République, Patrice Talon. De la garde à vue à la prison en moins de 24 heures, les choses sont allées très vite. Selon le Conseil des ministres en date du 20 février 2019, par arrêté en date
du 12 mars 2018, le préfet Modeste Toboula a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Filleyon 1 et permis l'attribution par le géomètre de plusieurs parcelles à diverses personnes. Lui-même, le préfet ayant bénéficié de 3 d'une superficie de 533 mètres carrés enregistrée au nom d'un proche parent. Limogé le mercredi en Conseil des ministres, puis déposé à la prison civile de Missirité dans le département de l'Ouémé, le désormais ancien préfet du littoral et les 8 autres mis en cause devront attendre le 8 avril prochain, date du procès, afin d'être situés sur leur sort. C'est donc un feuilleton qui ne fait que commencer. C'est fini pour Modeste, le préfet du littoral. Place maintenant au présumé coupable Toboula. Face donc à l'impunité, nul n'est au-dessus de la loi. Sous la présidence effective du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 février 2019. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des ministres. On écoute Oswald Omeki pour le compte rendu. Compte rendu des investigations relatives aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l'État à Filleyon 1 dans le 12e arrondissement de Cotonou. Le Conseil des ministres a été saisi des résultats d'une enquête qui a révélé qu'en dépit du décret numéro 2005-684 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches, des spéculations de toutes sortes ont été conclues sur ce domaine de l'État des années antérieures jusqu'en 2018 et 2019 en violation de la loi. Aussi, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, a-t-il, par lettre en date du 14 novembre 2017, appelé l'attention du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sur les velléités de prise de possession privée de ce domaine en attente d'aménagement dans le cadre du projet de développement touristique inscrit au programme d'action du gouvernement. En réponse, celui-ci l'a rassuré par une correspondance datée du 20 novembre 2017 qu'aucune opération de cette nature n'était entreprise et a précisé avoir instruit les préfets des départements de l'Atlantique et du littoral d'interdire et d'empêcher tout éventuel travaux de lotissement. Toutefois, dès le 8 mars 2018, tirant parti d'une délimitation qui aurait été faite du domaine en cause, il a ordonné la reprise des travaux de remembrement dans la localité par le géomètre initialement en charge des dites opérations et instruit le préfet du littoral par message radio aux fins de procéder à la levée de la mesure de suspension antérieurement prescrite. Ainsi, par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du littoral, M. Modeste Toboula, a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Filleyon 1 et permis l'attribution par le géomètre de plusieurs parcelles à diverses personnes, lui-même le préfet ayant bénéficié de 3 parcelles d'une superficie totale de 533 mètres carrés enregistrées au nom d'un proche parent. Il est à signaler qu'au cœur de ces opérations irrégulières de lotissement et de transactions se trouve le nommé Clément Dari, anciennement secrétaire permanent de la Commission nationale des affaires domaniales au ministère en charge de la décentralisation. L'intéressé est en réalité le promoteur du cabinet de géomètres qui a commencé les travaux d'état des lieux suspendus en 2001 dans la zone et en a repris les rênes une fois admis à faire valoir ses droits à la retraite. C'est à ce titre que les opérations de lotissement du domaine lui ont été confiées. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil des ministres a décidé de relever de ses fonctions le préfet du département du littoral, M. Modeste Toboula, et de confier son intérim jusqu'à nouvel ordre à M. Jean-Claude Kodja, préfet du département de l'Atlantique. Le ministre de la Justice et de la Législation est instruit de veiller à la poursuite des investigations et d'en rendre compte au Conseil des ministres.
Actualité en dehors du Bénin, les candidats à la présidence du Sénégal, Ousmane Sonko et Issa Sall, ont organisé des rassemblements à Thiès, 4e ville du pays, 4 jours avant que les électeurs sénégalais se rendent aux urnes pour élire un nouveau président. Reportage. Ils sont 4, 2 vieux routiers de la politique sénégalaise et 2 nouveaux venus sur la scène nationale à avoir franchi le double obstacle du parrainage et de la justice pour défier le président sortant Macky Sall à l'élection de dimanche. Sur 27 candidats, au départ, seuls 7 ont recueilli le nombre nécessaire de parrainage, mais celle de Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, maire déchu de Dakar, tous 2 frappés par des condamnations judiciaires, ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Idrissa Seck, l'éternel prétendant, l'ancien premier ministre, 59 ans, déjà candidat malheureux en 2007 et 2012, apparaît comme un sérieux challenger de Macky Sall qu'il a promis de soulever et jeter à terre dans une métaphore inspirée de la lutte sport-roi au Sénégal. Originaire de Thiès, cet auditeur consultant qui a effectué une partie de sa formation en France et aux États-Unis a engrangé des ralliements de poids, dont celui de Khalifa Sall qui devrait lui rapporter des voix dans la capitale où l'ancien maire reste populaire. Maintes fois annoncé comme politiquement mort, cet homme de petite taille maniant parfaitement le français, l'anglais et le wolof est un tribun adepte des formules choc mêlées d'humour qu'il accompagne souvent de versets coraniques. Madické Niang, l'ancien homme lige de Wade, doyen des candidats, 65 ans, a longtemps été très proche d'Abdoulaye Wade, dont il fut l'avocat dans l'opposition et par la suite ministre, notamment des Affaires étrangères. Mais quand Abdoulaye Wade s'obstine, à l'approche de la présidentielle de 2019, à soutenir une candidature de son fils Karim, malgré la quasi-certitude de son invalidation en raison de sa condamnation pour enrichissement illicite, le fidèle des fidèles décide de présenter sa propre candidature. Pour Abdoulaye Wade, ce plan B honey marque le divorce avec Madické Niang, exclu du parti, dont il espère néanmoins récupérer l'électorat en dénonçant notamment l'instrumentalisation de la justice sous Macky Sall. Ousmane Sonko, l'imprécateur, à 44 ans, ancien inspecteur des impôts radié en 2016, après avoir dénoncé l'opacité de certains contrats publics et les privilèges induits selon lui de la classe politique, est le troublion anti-système de cette campagne qu'il a vu acquérir une stature nationale. Son credo, mêlant patriotisme économique et dénonciation de la malgouvernance, séduit dans la jeunesse. Mais d'autres lui reprochent son manque d'expérience et des déclarations fracassantes, comme lorsqu'il avait jugé que les présidents successifs du Sénégal, depuis l'indépendance, auraient mérité le peloton d'exécution pour avoir, selon lui, dilapidé les ressources du pays. Sans complexe vis-à-vis des Français ou des Américains, ce musulman à la pratique stricte, parfois accusé d'une trop grande proximité avec les salafistes, prône une sortie du franc CFA responsable et intelligente. Issa Sall, l'invité surprise. À 63 ans, l'informaticien et universitaire Issa Sall, proche du mouvement religieux des Moustachidines, issu de la confrérie Tidiane, a surpris en parvenant à recueillir le nombre de parrainages requis, contrairement à des prétendants de notoriété supérieure. Élu lui aussi député en 2017, il se présente sous la bannière verte et blanche du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, auteur d'une percée remarquée aux dernières législatives. Originaire de Tataguine, formé à Dakar et docteur de l'université George Washington aux États-Unis, Issa Sall a travaillé dans le privé pour l'administration sénégalaise et l'ONU, avant de fonder en 1998 à Dakar l'université du Sahel, université privée qu'il dirige toujours. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.